Bonjour tout le monde, mon nom est Antoine Meunier. Très heureux de vous recevoir pour ce 9e épisode du balado Sport amateur Les Laurentides en action, présenté par le journal Nord Info ainsi que le journal L'Éveil. Cet épisode d'aujourd'hui est une collaboration avec Décathlon Boisbriand. Et si vous vous demandez où est-ce que c'est situé, Décathlon, c'est simple, au Faubourg Boisbriand, naturellement. Donc, tout juste à côté de la cage de la Banque Scotia, facile d'accès, tout juste en bordure de l'autoroute 15 ainsi que de l'autoroute 640. Donc, vraiment facile d'accès. Et puis, que vous cherchez une tente de camping, un paddleboard ou même un vélo, allez les voir. Je vous dis, des conseillers incroyables. Ils ont vraiment tout pour vous faire profiter du plein air au maximum. Donc, un gros merci, Décathlon Boisbriand, de votre belle collaboration et de votre confiance et de faire en sorte que ce balado soit possible. Parce qu'aujourd'hui, pour ce 9e épisode, nous recevons Sandrine Brown est une spécialiste du ski de fond qui a participé aux derniers Jeux olympiques de Pékin, naturellement, Beijing en 2022, et puis également aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018. C'est une athlète de 28 ans qui est aujourd'hui résidente de Mont-Saint-Anne, mais qui est originaire de Prévost dans les Laurentides. Donc, ça me faisait plaisir de la recevoir. Elle nous a parlé de son parcours, est vraiment très intéressante, mais également inspirante. Pour tous les jeunes qui nous écoutent, que ce soit jeunes filles, jeunes garçons, peu importe, je vous dis, suivez l'exemple de Sandrine. C'est une athlète déterminée, passionnée par son sport, mais qui a également commencé sur le tard son sport. Pour vrai, là, c'est un parcours très différent des athlètes traditionnels. Et puis, bref, elle nous parle de son aventure à Pékin parce que ça a été vraiment une aventure cette année. Les Jeux olympiques n'ont pas été normales. On le sait bien avec la COVID, rien de normal présentement. Et puis, bref, Sandrine nous parle de son expérience aux Jeux olympiques. Alors, je vous dis un gros merci d'être avec nous. Pour vrai, merci de votre confiance. Donc, je vous dis, ceux qui viennent de découvrir le podcast, ben, allez écouter les autres épisodes. Ils sont disponibles sur Spotify, YouTube, Balado Québec et également Google Podcast. Donc, un gros merci à tous d'être avec nous. Et puis, je vous souhaite un excellent épisode. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 9e épisode du balado Sport amateur Les Laurentides en action. Mon nom est Antoine Meunier. Très heureux de vous présenter aujourd'hui cet épisode en compagnie d'une athlète olympique, Sandrine Brown, native de l'Ontario, Barrie, je crois, et maintenant résidente de Prévost dans les Laurentides. Donc, elle a participé aux derniers Jeux de Beijing, Pékin, autrement, on peut l'appeler les deux, en 2022, donc au mois de février 2022. Et puis, elle a signé la meilleure performance de l'histoire du Canada en ski de fond féminin, une 16e place là, qui est exceptionnelle parce qu'on sait qu'il y a plusieurs disciplines en ski de fond aux Olympiques, plusieurs courses différentes, c'est énormément d'endurance et puis beaucoup de participantes également. Donc, bref, on va en parler davantage de son beau parcours. Et puis, merci Sandrine d'être avec nous. Oui, pas de problème. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Merci de Alors, me recevoir. ben oui, c'est la moindre des choses. Écoute, j'ai suivi tes performances. Je t'avoue que tu es la seule personne avec Alex Harvey qui m'a fait écouter du ski de fond. C'est pas le premier sport auquel je pense écouter à la télévision. Mais écoute, c'était excitant à regarder. Je te dirais, 50 km, il nous a fait coucher tard, le 30 km et compagnie. Mais c'était vraiment excitant à regarder. Félicitations pour nous avoir vraiment entraînés dans ta belle aventure. Ben, merci beaucoup. Oui, c'était vraiment très excitant comme Jeux olympiques. Il faisait froid J'ai... en plus, hein? Ouais, il faisait très froid. Les conditions étaient très longues, surtout lors du 30 km. C'était comme du papier sablé. C'est la petite neige très fine, puis aussi qui ventait énormément. C'était vraiment une course très difficile, je pense, dans les plus dures que j'ai jamais fait de toute ma vie. Écoute, c'est effectivement une course qui semblait très difficile. On a entendu même des histoires d'horreur d'un pauvre skieur, fondeur, je pense que c'est fondeur le nom qu'on peut dire en Ouais. français, je pense qu'il venait de la Suède, là, de niveau masculin, puis qu'il y a eu malheureusement une engelure là où ça fait mal. Donc, Oui, c'était des conditions, disons-le, extrêmes que vous avez vécues là-bas. tout à Puis, fait. de réussir à performer dans ces conditions-là, raconte-nous un peu la détermination que tu as dû démontrer durant toute cette course-là. C'est quand même difficile là, de rester concentré, de rester axé sur la performance malgré ces conditions-là. Oui, mais dans le fond,
sais, ça faisait 4 ans là, que je préparais vraiment ce moment-là. Puis je dois avouer que tout a extrêmement bien fonctionné. Puis ça, c'est rare que ça arrive. Là. Je peux compter sur les doigts de ma main les courses dans une saison qui fonctionnent bien comme ça, que l'équipement est parfait, que la forme physique est parfaite, que la forme mentale est parfaite. Puis c'est sûr que là, les conditions étaient difficiles, mais vu que j'étais très prête mentalement, j'ai réussi à me battre tout au long de la course. J'étais super concentrée. Tu sais, ça prend beaucoup de détermination, là, faire un 30 km dans des conditions comme ça. Faut pas se décourager. Mais je pense que tu sais, j'ai fait beaucoup, beaucoup de travail en psychologie mentale dans les dernières années. Puis ça m'a vraiment aidé à passer à travers ça, c'est sûr. Écoute, effectivement, ça a sûrement aidé parce qu'on t'a vu et à chaque fois qu'on entendait, parce que malheureusement, la télévision ne nous montrait pas tout le temps ceux qu'on voulait voir vraiment. Les Canadiens, Non. ils focusaient juste sur la tête de la course avec Thérèse Youhug, je pense, Youhug, c'est ça? Ouais. Ouais, puis Mhm. qui était vraiment dans une classe à part, mettons, dans cette course-là. Mais écoute, ils nous montraient tout le temps les batailles avec les Suédoises, Norvégiennes, Américaines à l'avant, mais on ne voyait pas le milieu de peloton, la fin du peloton. Je me disais, tu sais, ces gens-là ont travaillé au temps fort. C'est des athlètes qui Mhm. sont les meilleurs au monde. Puis, tu sais, on pourrait au moins, un peu comme en Formule 1, on voit des fois la fin de la course, la queue du Mhm. peloton. Tu sais, on ne voit pas juste les meneurs tout le temps. Fait que, tu sais, je trouvais, on aurait voulu te voir un peu plus. Mais à chaque fois qu'on entendait parler de toi par, que ce soit Pierre Harvey ou, j'oublie l'autre dame, en Becky fait, qui Spur. oui, exactement, tu sais, qui nous Mhm. parlait de toutes les autres concurrentes qui étaient présentes. Et ben, écoute, à toutes les fois, tu augmentais, à toutes les fois, tu t'améliorais. On pensait, oups, elle Mhm. a l'air d'avoir une petite baisse. Non, non, tu revenais tout le temps. Écoute, félicitations Mhm. pour vrai, là, c'était excitant au plus haut point. Merci. Merci beaucoup. Puis oui, c'est plate parce que, comme tu dis, ils montent tout le temps la tête de la course, mais c'est tout le temps comme ça, comme en Coupe du Monde aussi. Puis c'est ça qui est difficile d'être une Canadienne dans un sport dominé par les Scandinaves. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile de percer aussi. Puis que ma 16e place, c'était vraiment extraordinaire. C'est que Wow. les Scandinaves sont extrêmement forts. C'est tout le temps eux qui dominent les compétitions. Parce que c'est comme c'est une religion pour eux, c'est un mode de vie. C'est comme nous Sport puis le national. hockey. Hmm. Fait que ouais, les autres sont super bien soutenus, ils sont très bien financés. C'est une autre game pour eux autres là, que pour nous. Eh oui, effectivement. Puis, tu sais, on sait à quel point que, tu sais, Alex Harvey et compagnie, c'est vraiment, tu sais, même son père, dans ces pays-là, c'est vraiment comme, tu sais, ils ne peuvent pas marcher dans la rue, c'est sûr qu'ils se font reconnaître, là, tu sais, tandis qu'ici, ben, pas qu'ils sont, tu sais, les gens connaissent très bien Alex Harvey, mais je veux dire, je suis sûr que les gens te connaissent quasiment plus là-bas qu'ici, dans le sens que, tu sais, c'est comme nous, les joueurs de hockey, tu un joueur des Penguins de Pittsburgh qui vient à Montréal, ben, tout le monde va connaître Malkin, exemple, tu sais, tandis que Ben oui, Crosby et compagnie, tu sais, c'est un peu la même chose. exact. J'imagine que les gens, tu sais, est-ce que tu vas t'entraîner un peu dans ce coin-là durant l'année? Euh, ben, on fait des camps d'entraînement, mais dans les dernières années, on s'est plus entraîné aux États-Unis. Puis c'est plus pendant l'hiver qu'on va faire des camps d'entraînement, disons, à Shushan en Norvège ou en Italie ou à Davos en Suisse. Fait que, ouais. Pendant l'hiver, nous autres, on revient rarement à la maison, donc on est parti pendant des très, très longues périodes de temps. Puis alors que eux, ben, les Européens, ils ont la chance de pouvoir retourner chez eux presque à chaque semaine après les compétitions. Donc c'est vraiment, tu sais, une autre game pour nous autres. C'est très difficile. C'est un mode de vie, ouais, très nomade. Puis on est tout le temps sur la route dans nos bagages. En même temps, c'est le fun si tu aimes voyager puis tu as des bons remises de points avec une carte Air Canada, je ne sais pas trop. Mettons que ça doit être assez le fun quand même. Là, tu visites plein de pays dans le monde. Tu sais, y a-t-il une place que tu as visitée que c'est vraiment ta place coup de cœur, ta place fétiche à toi? Ah ben, j'aime vraiment aller en Norvège, comme les pistes de ski là-bas sont extraordinaires. Puis il y en a tellement C'est vrai. beaucoup, bien sûr, parce que c'est leur sport national. Et puis j'aime ça courser aussi en Norvège parce que les foules sont incroyables. C'est comme, tu sais, une des dernières courses que j'ai fait cette année en Coupe du Monde, c'était une course à Holmenkollen, qui est un site mythique. Euh, Puis c'était un gros party. Notre course, c'était un party. Les gens, il y en avait des millions sur le bord de la piste qui buvaient, ils faisaient des feux de camp. Wow. C'était comme une grosse fête. Puis
c'est juste vraiment différent. Puis c'est le fun de se faire célébrer, de voir son sport se faire célébrer de cette manière-là. Ah, c'est tellement spécial. C'est un autre monde, hein. C'est un peu Vraiment. comme Georges Saint-Pierre au début qui était dans la UFC. Il ne pouvait pas marcher au Japon. Puis ici, c'était quasiment un inconnu. C'est fou à Mhm. quel point on traverse le monde. Puis les cultures, les sports, les intérêts ne sont pas les mêmes. La façon de célébrer. Et tu regardes le hockey en Europe, dans les estrades, ça chante tout le temps. On ne chante pas ici. C'est complètement un autre monde. Non, pour vrai, c'est spécial à voir. Toi, tu étais également à tes deuxièmes Jeux. Tu as vécu Pyeongchang, maintenant Pékin. C'est 2 jeux en Asie. J'imagine que tu dois avoir hâte aux prochains jeux qui vont être en Italie dans ton cas. Ça doit être quand même assez excitant d'aller enfin sur un autre continent aux Jeux Olympiques. Ben oui, c'est ça parce que à Pyeongchang puis à Pékin, tu sais, il n'y a pas vraiment de neige là-bas, donc on courait sur la neige artificielle. C'est très Ah. différent de courir sur la neige artificielle que de la neige naturelle. Puis oui, c'est sûr que là, en Italie, ça va être de la neige naturelle probablement là. Fait que ça va être le fun pour ça. Ça va être le fun aussi d'être dans un pays tu sais, qui est un peu plus nordique parce que euh, on s'entend qu'en Asie, les sports d'hiver, ben, il y en a moins, là, c'est moins connu, puis c'est moins leur spécialité. Ben, j'avoue avoir été très surpris quand j'ai appris que les Jeux olympiques de 2022 avaient encore lieu à Pékin, parce qu'on sait qu'en 2008, il y avait eu lieu aussi à Ouais, Pékin, les Jeux olympiques d'été toutefois. C'est quand même rare qu'on voit les deux. Là, je pense que ça pourrait devenir possiblement une mode pour les pays qui peuvent se le permettre, parce que ça au moins permettrait de rentabiliser les infrastructures olympiques, parce qu'on sait que ça parfait. coûte des millions, des milliards à recevoir des Jeux pour 2 semaines. Et ben là, si on peut les rentabiliser aux 10 ans, d'en avoir peut-être 2 hiver-été, exemple, Vancouver, on pourrait se permettre d'avoir Vancouver été maintenant, peut-être en Ben oui, 2028, je ne sais pas, tu sais. ouais, Fait je que suis ça serait très vraiment le d'accord fun. avec ce que tu dis. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, j'ai été surpris puis en même temps extrêmement déçu parce que ce n'était pas mes Jeux olympiques préférés. Je pense que tous ceux en territoire asiatique, c'est pas. Ben, tu sais, Tokyo, malheureusement, ils n'ont pas été chanceux, là. Ils auraient peut-être pu faire quelque chose de plus beau, mais avec la COVID, c'était pas évident. Mhm. Mais tu sais, ça n'a pas été les plus beaux jeux, je pourrais dire, au niveau visuel, au niveau Ok. décor, tout ça. Et ceux de Pékin étaient définitivement les plus laids pour les téléspectateurs. Tu sais, j'en Ok, parlais moi, avec. Ouais, tu sais, je me vas-y. suis pas rendu compte de ça parce que je les vivais, là, mais Ben oui. c'était la première personne à me Ah faire part oui. de ça. Hey, c'était pas beau pour vrai. Ben écoute, je parle pour mon nom, là, mais pour vrai, c'était vraiment pas beau du décor. Le décor qu'on nous, on voyait à la télévision, tu sais, exemple, toi, en ski de fond, c'est sûr, ça faisait du bien de voir, tu sais, des athlètes, tout ça, tu sais, performer, puis tu sais, c'était beau à voir l'effort, tu sais, les images étaient belles, mais le décor, c'était des arbres gris dans une montagne qui avait l'air abandonnée. Il n'y avait pas de, tu sais, je sais pas, il n'y avait pas d'Alpes, il n'y avait pas de grosses montagnes, tu sais, rocheuses, tu sais, c'était pas spectaculaire à voir. Et puis, Ouais, je comprends. J'en parlais avec Elisabeth Hosking que j'ai reçue juste avant toi au dernier épisode que Ah, tu connais bien. oui. Oui. Et puis, justement, elle, sa compétition, comme je disais, c'était pas très beau là, à côté du Big Air, là, du Grand Saut. Il y avait des espèces de. Je sais pas si tu connais les Simpsons un peu, là. Oui, L'émission oui, un des peu. Simpsons. Il y avait une genre de centrale nucléaire digne des Simpsons juste à côté de la piste. C'était horrible pour vrai, là, ça faisait Ouais, pas j'ai du vu tout. ça à la télé. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est le décor que nous, on voyait. Fait que c'était pas les Ouais, plus beaux. mais en tout cas, côté organisation, par contre, c'était extraordinaire, comme tout Ah oui. était bien sur la coche. Mais oui, je pense qu'ils ont fait énormément d'efforts pour améliorer le paysage, mais même à ça, ça a l'air que c'était pas fantastique à la télévision. Mais oui, comme nous, on a remarqué, comme tous les arbres qui étaient là avaient été plantés très récemment, ils étaient tous tenus par des poteaux, là, tous les arbres. Puis ils manquent Sacrifice. énormément à Genjaku, où est-ce qu'on était. Puis je pense que c'est pour ça que les arbres étaient attachés, là. C'est parce que, ouais, ils voulaient pas Incroyable. qu'ils Il s'envolent. attache. OK, c'était comme un décor d'émission. Là. Tu sais, tu te dis, Mhm. c'est beau, mais c'est loin d'être solide de proche. C'est ça. Puis c'était tout créé pour les jeux, là. Comme habituellement, c'est un désert à cet endroit-là. Il n'y a pas d'arbres. Les arbres avaient été plantés spécifiquement pour ça. Et puis aussi, ils avaient utilisé des canons à neige pour essayer d'enneiger un peu parce qu'il ne neige pas là-bas habituellement. Mais ça Et là, paraît. pendant qu'on était là, il a neigé plusieurs fois, puis c'était drôle parce que les bénévoles, ils savaient pas comment gérer la neige, puis c'était comme, ils savaient pas où la mettre, ils savaient pas quoi faire avec ça. Ils la C'est mettaient dans des bizarre. sacs en plastique, ils allaient la porter plus loin. Fait que, ouais, ça, Voyons, c'était il fait drôle. froid en plus. C'est bizarre qu'il neige pas. Oui, Tu sais, c'est...
Ben, C'est quand c'est le même. désert, là. Ah, C'est sablonneux, puis ah, ouais. c'est ça. Ben, c'est peut-être ça qui faisait qu'on dirait que on n'est pas dupes, les téléspectateurs. On dirait qu'on sentait qu'il y avait quelque chose de faux. Puis je suis peut-être, moi, c'est personnellement, là, j'aime beaucoup les Jeux olympiques naturels, là, tu sais, comme un peu Vancouver, Whistler. Tu sais que c'est de la Oui. vraie neige, tu n'as pas besoin d'avoir de canons là-bas. Là. C'est peut-être plus ça. Mais écoute, tes prochains Jeux vont être dans les Alpes italiennes. Ça Donc, va être c'est magnifique. certain, ça va être Mhm. exceptionnel, les décors et la qualité de neige aussi. Puis j'imagine qu'une neige artificielle, c'est différent pour votre préparation aussi. Là. Oui, tout à fait. Comme je te racontais, c'est beaucoup plus lent. Les cristaux de neige sont très petits, donc c'est comme skier sur ouais, du papier sablé, là. Fait Et que c'est c'est très lent aussi, mais c'est pas les mêmes skis qui ressortent. Tu sais, fallait vraiment trouver des skis qui étaient bons dans ces conditions-là. Puis ben moi, j'ai été chanceuse, là, j'avais vraiment des bons skis. Fait que, mais je sais que ça a été difficile pour d'autres athlètes. Euh, puis à Pyeongchang, c'était la même chose. C'était comme, c'est dans la neige artificielle, mais c'était dur comme du béton. C'était vraiment c'était des trop rapide. conditions différentes qu'à Pékin. Puis ça a été difficile aussi, là. Fait que, Wow. ouais, Milan, Ah, ça a été c'est cool. spécial, c'est vraiment une préparation qui est unique, votre sport. Tu sais, j'ai appris à le découvrir là, en écoutant vraiment cette course-là. Puis, tu sais, ma copine est une grande fan de ski de fond. Elle en fait régulièrement, justement, dans les Laurentides. Puis, elle s'est même Cool. acheté une passe, là, elle est tout le temps en train d'en faire. Fait que, Ouais. moi, c'est pas un sport que je pratique, mais elle regardait ça, puis elle regardait vos techniques de montée, tout ça, puis elle était là, comment ils font pour, tu sais, à quel point ils sont forts là, physiquement au niveau des jambes, parce qu'elle elle sait à quel point que c'est difficile. Puis, tu sais, le plaisir que vous avez en redescendant, supposément, ça fait comme du bien aussi pour reprendre vos énergies un peu. Mais tu sais, elle m'expliquait qu'il y a des techniques de cire, tu sais, de fartage, là, tu sais, qui est vraiment important. Le fartage est comme l'étape la plus importante pour un fondeur. Mais c'est à quel point que ça peut vraiment influencer une course. Tu sais, même si tu es le Ah, meilleur athlète, si tu n'as pas les bons skis et la bonne technique de oublie fartage, ça. c'est fini. Non, c'est ça. Comme tu dis, là, c'est parce qu'ils font, il y a énormément de facteurs à une performance. Comme je te disais, tu sais, il y a le physique, il y a le mental, il y a l'équipement, il y a, oui, aussi le fartage qui est extrêmement important. Si jamais tu rates ton fartage, puis que tu as le physique puis le mental cette journée-là, tu ne performeras pas, là. Fait que c'est crucial le fartage. C'est pourquoi on a une excellente équipe de fartage avec nous en tout temps. Puis eux autres sont des experts en la matière. Puis on a été très choyés pendant les Olympiques parce que ben, nos farteurs ont fait du travail exceptionnel. Puis on a été en mesure de livrer des bonnes performances. Mais oui, il y a aussi le côté technique. Comme le ski de fond, c'est un sport très, très, très technique, comme tous les angles. C'est un sport d'angles. Les angles sont très importants. L'angle dans la cheville, l'angle dans le genou, l'angle dans la hanche, l'angle dans les coudes, les épaules. Comme est- tout est calculé, puis c'est extrêmement important. Puis c'est pour ça que ça prend des années avant d'atteindre un certain niveau. Puis c'est pour ça que c'est un sport à développement tardif aussi, parce qu'il faut s'entraîner énormément, mais on ne peut pas faire ça d'un coup non plus. Il faut que ça se fasse progressivement sur un certain nombre d'années. Donc, le ski de fond, c'est ça, on connaît moins ça un peu là, au Québec, au Canada, mais c'est un sport très complexe. Oui, c'est tellement plus complexe que ça peut avoir de l'air. Tu sais, je me rappelais juste de, de mon époque des camps de jour au primaire où ce qu'on allait faire du ski de fond avec le reste du groupe. Puis, tu sais, on se mettait dans deux lignes, tu sais, les lignes des skis, puis let's go. Tu sais, on se laissait glisser. Puis, dans ma tête, c'était pas mal ça, le ski de fond. Puis, pour vrai, je trouvais ça un peu plate. Mais quand j'ai regardé les Olympiques, puis j'ai vu que, OK, il y a des montées parfois, puis OK, il y a une façon, il y a une technique de bouger, puis à quel point que ça peut être exigeant. Puis je pense, personnellement, je pense que c'est le sport le plus difficile au niveau endurance aux Olympiques, si je ne me Oui, trompe pas. Là. tout à fait. C'est quelque chose. Ben oui, comme tu sais, nous, en étant aux Olympiques, on parle à plein d'autres sports, puis c'est intéressant d'apprendre sur tu sais, tous les autres athlètes qui sont là, puis quels sont leurs sports. Puis ben, en jasant, ben, c'est ça, on s'est rendu compte que notre sport était très difficile. Puis tu sais, nous, on s'entraînait 2 fois par jour, puis les autres athlètes, ils étaient comme, mais là, vous retournez encore vous entraîner, comme, vous vous reposez pas des fois. Ben, ça Mais n'a nous, aucun tu sais, sens. dès qu'on s'arrête, il faut tout le temps garder notre corps activé. C'est comme, il faut tout le temps être sur la go, puis être, être prêt. Dès qu'on prend une journée de repos, tu sais, on le sent le lendemain, puis
c'est vraiment différent. Fait que, mais qu'est-ce qui est le fun de notre sport? C'est justement toute la force musculaire qu'on ramasse pendant l'été, parce qu'on fait beaucoup de musculation. C'est là que ça paye pendant l'hiver, puis on est capable de, tu sais, se sentir tellement puissant, d'être en contrôle de nos mouvements, puis d'aller chercher ce sentiment presque d'euphorie là, quand tu as une bonne course, là, c'est incroyable qu'est-ce que ton corps est capable de faire. Tellement. Puis, tu sais, il y a un bout qu'on ne mentionne pas assez souvent pour ce qui est l'importance je peux dire, des résultats des Canadiens comme toi ou Alex Harvey qui ont réussi à accomplir au niveau olympique et mondialement. C'est que nous, on habite au Québec. Et au Québec, on a un hiver qui est 4-5 mois par année, on peut pratiquer des sports d'hiver comme le tien, mais le reste de l'année, il fait chaud, il y a de l'asphalte puis il y a du gazon. Ouais, Tandis que ouais. les pays scandinaves, eux, ont la chance d'avoir de la neige et des Alpes et tout ça pour s'entraîner à longueur de l'année et ils ont surtout beaucoup plus de ressources financières aussi, étant donné que Exact. c'est leur sport plus national à eux. Fait que, tu sais, de réussir à accomplir des exploits comme tu as réussi à faire, c'est incroyable. Puis, comment tu fais pour garder, tu parles de musculation et tout ça durant l'été. J'ai même vu un reportage aussi, je pense, à la télévision qu'on te voyait avec des genres de ski de fond avec des roulettes là, Oui, pour rouler là, l'été. Là, tu sais. Mais c'est pas du tout la même. Ça l'aide, j'imagine, mais c'est pas du tout la même technique que sur la neige. Là, tu sais. non, pas du tout. Ben, c'est sûr qu'en skate, ça ressemble un peu plus qu'en classique, là, ou en ski à roulette. Mais c'est ça qu'on fait. Tu sais, l'été, on s'entraîne en ski à roulette, on fait de la course à pied, beaucoup aussi. On va faire un peu de vélo, on va faire de la musculation 2 fois par semaine, du yoga 1 fois par semaine pour aller recruter les tout petits muscles stabilisateurs. On fait, tu sais, le gros de notre entraînement, c'est l'été. Ça va être, tu sais, dans d'autres sports. Fait que oui, c'est ça, c'est sûr que c'est difficile, mais en même temps, c'est complémentaire. On va quand même être capable d'aller travailler la technique, mais en classique, il faut quand même être capable de s'imaginer euh, le fait de kicker notre ski. Il faut s'imaginer qu'il y a de la cire en dessous de notre ski, puis il faut aller essayer de retrouver ce sentiment-là. C'est pas évident, parce que c'est Ben vraiment oui. pas pareil, parce que t'en as pas de cire sur ton ski, puis ton ski, il n'y a pas de Non, non. cambrure comme en ski de fond. Fait que là, c'est difficile à ce niveau-là. Puis c'est sûr qu'avant, on allait faire des camps d'entraînement sur glacier, comme je suis déjà allée en Autriche, en France, même en Nouvelle-Zélande pour retrouver la neige pendant l'été. Mais ça nécessite beaucoup de financement, comme tu as dit. Puis nous, notre fédération a des ressources limitées. Fait qu'à ce niveau-là, ouais, on est un petit peu désavantagés, c'est sûr. Oui, mais écoute, je te lève mon chapeau parce que comme je dis, c'est encore plus spécial que vous réussissiez à atteindre ce niveau-là, malgré le peu de mois d'hiver qu'on a par année, puis Ouais, ouais. d'entraînement dans votre milieu, dans le fond, votre milieu de travail. Là, c'est pas mal ça l'hiver C'est pour ça. vous. C'est exceptionnel. Fait que félicitations. J'aimerais savoir également, qu'est-ce que habiter à Prévost t'aide au niveau de ta préparation, que ce soit hivernale? Est-ce qu'il y a des endroits, des pistes qui sont près de chez toi que tu utilises? Dans le fond, moi, j'ai grandi à Prévost. Fait que quand j'étais jeune, tu sais, ma mère était sur l'équipe nationale de ski de fond aussi quand elle était jeune. Puis c'est Ah, vraiment elle qui nous a transmis sa passion. Mais elle nous a vraiment jamais poussé vers la compétition. Comme quand on embarquait sur les skis de fond, c'était pour aller chercher cette sensation de plaisir-là. Puis on jouait dehors avec nos skis de fond. On partait en arrière de chez nous directement avec nos skis. On faisait du hors-piste. On amenait des collations. On montait les côtes puis on les descendait à vive allure. Fait que moi, c'est comme ça que la passion du ski de fond m'est venue puis m'a été transmise. C'est mhm. vraiment plus tard, soit à l'âge de 15 ans, que j'ai décidé que je voulais faire de la compétition sérieusement. Puis à l'âge de 16 ans, que j'ai rejoint le Club des fondeurs Laurentides. Et j'ai commencé avec eux, puis j'étais au sport-études ski de fond aussi à la polyvalente Saint-Jérôme. Ben oui, Puis comme j'ai fait du Elisabeth. ski à roulettes. Pardon? Comme Elisabeth Hoskin. Oui, ben oui, c'est ça, comme Elisabeth. Puis j'ai fait du ski à roulettes pour la première fois en secondaire 5. J'avais vraiment peur, je tombais tout le temps. C'est Puis on c'est en si faisait. difficile que ça ou? Mais c'est que c'est très instable. C'est sur des roues, Ah. puis ça utilise beaucoup de muscles stabilisateurs, encore plus qu'en ski de fond, je pense. Mais tu sais, on devient très habile rapidement avec la pratique. Puis maintenant,
j'ai plus peur, là, je descends des super grosses côtes, mais il n'y a pas de frein là-dessus, il faut faire attention. Ben oui, ça, c'est un autre problème, mais je ne sais pas trop comment tu fais pour breaker à part mettre un angle dans les skis, mais puis en même temps, les routes du Québec, tu sais, je pense au Petit Train du Nord, mettons, qui est raboteux à plusieurs endroits, surtout dans ton coin, il y a Mhm. de la gravelle carrément. Je me dis Ouais. comment tu fais. Ben, quand j'étais avec les fondeurs, on avait comme nos quartiers où est-ce qu'on allait tout le temps, puis on s'entraînait sur la piste cyclable, même si on n'était pas vraiment tolérés. Mais maintenant, je pense qu'il tolère. Mais avant, dans Ah, ce temps-là, on avait comme pas vraiment le droit. Puis l'hiver, on s'entraînait au Far Hills, à Val-David, qui est un super beau centre de ski de fond. J'adore m'entraîner là encore aujourd'hui. Puis dernièrement, je m'entraînais plus au centre de ski de fond Guy-Luron, ah ben oui, c'est à d'ailleurs là que ma Saint-Jérôme. copine va. Ah, oui, c'est très beau, toujours très bien damé. Ils ont l'équipement parfait pour avoir des pistes parfaites. Puis le personnel est très, très, très accueillant. J'adore Ben aller là. oui. Il y a aussi le parc régional, je pense que c'est Val-David, Val-Morin, ça se peut-tu? Parce que je sais qu'elle allait là Oui, aussi, des pistes de ski de oui, fond. c'est ça. Oui. Oui, c'est ça, Far Hills. Dans le fond, Ah, c'est ça. je sais Non, pas si ça s'appelle encore Far Hills, mais aucune idée, j'ai jamais c'est été. là que, ouais, c'est très beau là aussi. Ah, Mhm. ben écoute, c'est pas mal, c'est deux spots qu'elle me parle tout le temps, là. Fait que, Bon, elle est à la c'est bonne ça, place. à bonne place. C'est ça. Fait que, ouais, au moins, il y a Puis, plusieurs endroits que tu peux t'entraîner dans ton coin, dans le fond. oui, mais dans le fond, moi, à 18 ans, j'ai déménagé au Mont-Saint-Anne pour faire partie du Centre national d'entraînement Claire Harvey, où est-ce que Alex Harvey s'entraînait. Ouais, fait que j'ai déménagé là parce que ben, j'étais la meilleure dans les fondeurs, puis j'avais besoin de challenge, j'avais besoin de... Ben, aussi, je voulais aller chercher un plus haut niveau, puis pour continuer de progresser, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Fait qu'il y a deux centres nationaux, trois centres nationaux au pays. Il y en a un au Mont-Saint-Anne, un à Thunder Bay, puis un à Kenmore. Hmm. Puis j'ai déménagé là, puis dans le fond, ça fait 10 ans que je m'entraîne avec le centre Pierre Harvey. Puis Wow. ben, c'est là que j'ai vraiment progressé rapidement pour atteindre une 16e place aux Jeux olympiques. Puis là, Incroyable. Et est-ce ouais, que c'est ça. j'imagine qu'Alex a été une inspiration pour toi, voyant tout son parcours qu'il a réussi à atteindre, là? J'imagine que tu dois être en communication durant les dernières années, en fait, avec lui. Ben oui, c'est sûr. Alex a été un coéquipier puis un ami, puis tu sais, on se croise encore sur les pistes de ski. Euh, Puis moi, je suis arrivée au centre Harvey avec ma photo d'Alex Harvey que j'avais pris au championnat canadien avec lui. Puis là, les filles ils m'ont dit, ben là, t'as pas besoin de ça ici. On le voit tous les jours. Fait que là, je suis comme, C'était ah, vraiment ton OK. idole. Ben oui, c'était mon idole. C'est ça. Je Wow. pense qu'il a été l'idole de beaucoup de jeunes, puis il a inspiré énormément de jeunes à faire du ski. Fait que, Tellement. Il ouais. aurait tellement dû, parce qu'on n'est pas à sa place, là, tu sais, on dirait qu'on partageait sa frustration, que tu as probablement eu une certaine connaissance de tout ce milieu-là qui est, disons, différent des championnats mondiaux aux Olympiques puis aux petites compétitions. Dans certains des exemples, dans son cas à lui, on pense aux athlètes russes qui n'étaient pas mentionnés russes aux Olympiques, là, mais quand même le comité olympique russe, je pense, quelque chose du genre. Ouais. Bref, c'était décevant et frustrant de voir que ces athlètes-là, qui étaient même pas top 10 en temps normal, tout d'un coup arrivaient les deux sur le podium devant Alex qui dominait durant toute la saison. Puis là, ben, les gens, tu sais, ah, ben, il a encore choqué, il n'a pas réussi à atteindre. Non, ça n'a aucun rapport. D'un, il finissait quatrième au Hum. monde. On ne peut pas dire que c'est choqué du tout. Puis deuxièmement, ces athlètes-là, on peut-tu dire avec certitude qu'ils sont clean? Excuse-moi, tu n'es pas obligé de répondre, là, mais c'est mon opinion. J'étais frustré pour Alex de voir ça. Puis je pense que c'était une des frustrations qui a peut-être mené à sa retraite un peu précipitée parce qu'il aurait clairement eu les jambes pour un autre Olympique, là. Oui, ben en fait, c'est sûr que ça fait partie des facteurs, mais aussi, comme je te racontais, c'est un mode de vie très, Hmm. très demandant. Puis je pense qu'Alex, à un moment donné, Cette tu sais, année. d'être sur la route autant longtemps et être loin de sa blonde, sa famille, ses amis, ça a commencé à peser lourd. Puis, tu sais, c'est pas la même histoire pour nous en tant que Canadiens qu'en tant que Scandinaves. C'est tellement différent. Tu sais, de se rendre à ce niveau-là avec moins de soutien, puis plus de voyagements à faire, puis de devoir se battre contre des personnes qui sont probablement dopées, c'est drainant, là, ça demande beaucoup d'énergie. Puis oui, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui ont joué
dans sa décision, mais ouais, c'est sûr que ça a été vraiment difficile, là, de la frustration qui venait avec les athlètes qui étaient probablement dopés. Mais c'est triste parce que ça entache la réputation de votre sport parce que c'est un des sports qui a malheureusement le plus de cas de dopage à chaque année Ouais. aux Olympiques ou dans les compétitions. Puis, tu sais, Mm. ça fait en sorte que quand quelqu'un a du succès, on dirait tout de suite qu'on met un point d'interrogation ou un astérix à côté de son nom au cas où que, tu sais, un peu comme en cyclisme, c'est un peu le même Mhm. principe. Tu sais, le Tour de France, à chaque année qu'il y a un vainqueur, tout le monde dit ah ouais, mais tu sais, il est dessus. Tu sais, il y a toujours un doute. Puis ça, c'est malheureusement à cause d'une couple de gens comme ça qui ont des pays surtout qui sont plus axés là-dessus, comme la Russie, là, tu sais. Ben oui, c'est ça. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas nécessairement la faute des athlètes en question, Hmm. mais du système qui les entoure. Comme on Comme, dit. je sais pas si tu as vu le documentaire Icarus Ouais, qui j'ai était sur entendu sur Netflix à un moment Netflix. donné. Ouais. Oui. Ben là, ça explique à quel point, tu sais, tout le système autour des Russes est corrompu, puis ils promouvoient le dopage, puis eux, ils naissent là-dedans. Tu sais, c'est normal de se doper, ils pensent que tout le monde le font. Ils Je savent peux pas peut-être parler même pour eux pas. parce que je leur en ai jamais parlé, mais Non. ça a l'air d'être systémique, là. T'embarques sur l'équipe nationale, tu te dopes, c'est juste comme, c'est ça que ça disait dans Icarius, en tout cas. Ouais, c'est terrible. Puis effectivement, s'il y en a que ça l'intéresse, ce sujet-là, puis tu sais, je voulais pas parler de dopage avec toi parce que tu es zéro associé à ça, puis c'est vraiment pas pour ça que j'en parle, mais c'est juste parce que ça fait partie, veux pas, des dernières années de l'actualité de ton sport, puis c'est important d'en parler. Mais s'il y en a que ça l'intéresse, allez voir le programme, le film Le Programme c'est sur la carrière de Lance Armstrong et de tout le programme autour de lui Oui, qui est j'ai ça, oui. systémique là, carrément, là, puis c'était. C'est vraiment intéressant puis à la fois frustrant à regarder, là, sincèrement. Une performance incroyable de Ben Foster, l'acteur. Là. Bref, chronique C'est vrai. cinématographique, mais c'était pour vrai très, très bien réalisé. Puis ça permettait de voir à quel point que ce gars-là réussit réussit, je ne sais même pas si je peux appeler ça réussir, mais à déjouer le système pendant autant d'années. Puis en tout cas, bref, c'était complètement C'est rageant. fou. Oui, fait que bref, on va revenir à nos moutons. Tout ça pour dire que ça a été vraiment des Olympiques très spéciaux. Puis, parle-nous un peu de ton expérience là, d'un autre côté qui était un peu moins le fun, la côté COVID. J'imagine que vous avez eu beaucoup de tests, là, comme Elisabeth me mentionnait. C'était pas tout le temps agréable à chaque jour vous faire tester à plusieurs reprises. C'était-tu juste le fameux test PCR avec le bâton à peu près long comme ça qui rentre jusqu'au fond du cerveau ou c'était juste un petit test rapide? Dans le fond, on faisait un PCR à chaque jour. Ah, Donc, on se levait le matin, ça faisait partie de notre routine. On se aïe, levait, aïe, aïe. première chose qu'on allait faire, on allait se faire tester. Il y avait comme une station où est-ce que tu pouvais aller avant le déjeuner. Puis, c'était un bâton, mais qui trottait dans le fond de la gorge. Donc, OK, c'est un peu c'était moins pas dans pire. le Je nez. trouve que c'est OK. Ben moins oui. douloureux, tu sais. Ça donne un peu le goût de vomir, mais c'est moins Avant le pire que... déjeuner, c'est le fun. Ouais, c'est ça. C'est moins pire que la gratouille du cerveau, mais Ouais, ouais, ouais. quand C'est pas mal même. ça. On va l'appeler de même à C'est cette heure, la gratouille du cerveau, je pense. C'est pas mal ça. Ils vont ouais, assez loin. c'est ça. Exactement. Ah, Puis, fait que c'était pas agréable. non, c'est ça. Fait qu'on se faisait tester à chaque jour. Puis aussi, il fallait remplir en plus un formulaire journalier euh, nous demandant, tu sais, si on avait des symptômes, si on avait mal à la tête, la toux, peu importe. Puis, c'était très, 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 très sérieux. Tu sais, tous les bénévoles portaient des combinaisons Ouais, ouais. euh, blanches comme tu sais, qu'ils portent dans les films là, quand il y a une maladie grave. Là, tout le monde portait ça. Quand on est débarqué de l'avion, Ça fait ça peur, m'a hein? vraiment surpris. Ça me fait Ouais. peur. J'étais comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Puis, ben, eux, je pense qu'ils étaient obligés, là. Comme, c'était c'était Comme comme les ça. À un moment hôpitaux. donné, on s'est juste habitué à les voir. Ouais, c'est spécial, mais en même temps, tu sais, c'est spécial, puis ça l'ajoute un peu à ces Jeux olympiques-là, en fait, en termes de côté mémorable. Tu sais, je veux dire, ça Ouais, n'arrivera plus, en ce qu'on l'espère, là, ça non. n'arrivera plus jamais des Jeux Mhm. olympiques comme Mhm. ça. Fait que, tu sais, c'est sûr, tu vas t'en rappeler toute ta vie de si tu vas aller après ça en Italie, peut-être à d'autres Jeux olympiques. Puis, tu sais, tu vas dire, dans tous ces Jeux olympiques-là, celui-là va ressortir pour ces raisons-là. Fait Hey, il va devenir mémorable à sa façon. Mais j'imagine, tu sais, qu'athlète, tu sais, c'est difficile de rester dans sa bulle
de se préparer de la même façon que pour d'autres jeux quand il y a tellement de choses qui sont différentes, que ce soit un facteur visuel avec ces bénévoles habillés en combinaison blanche-là et tout le côté que vous ne pouvez pas sortir du village, vous ne pouvez pas vous promener, visiter, avoir vos familles avec vous, il n'y a pas de Oui, partisans. c'est Tu ça. sais, c'est complètement différent. Là. Oui, tout à fait. Heureusement, moi, j'arrivais de la Coupe du Monde, puis c'était semblable sur le circuit de la Coupe du Monde. Tu sais, on se OK. faisait tester à chaque 2, 3 jours. Il n'y avait pas de partisans non plus, pas de famille. Tu sais, on remplissait un formulaire à chaque jour aussi. Fait que c'était semblable. Tu sais, on était déjà dans cet état d'esprit-là. Fait que ça, qu'est-ce qui m'a vraiment surpris, c'est plus les combinaisons blanches. Puis à quel point les règles, c'était très important. Qu'est-ce qui m'a surpris également, c'était euh, les bénévoles arrosaient d'un liquide quelconque, c'était du désinfectant. Désinfectant, ouais, ouais. Ils passaient dans les corridors, ils arrosaient tout, ils arrosaient les autobus, ils Ah, arrosaient Chris. euh, partout où est-ce qu'on allait, c'était arrosé à chaque jour. Comme dans un film d'horreur, on dirait. Oui, Le film, c'est quoi, Pandémie avec Mark Wahlberg? T'es encore dans des chroniques cinéma, mais ça ressemble à ça. C'était pas mal ça. C'est comme un précurseur de la pandémie, en tout cas. oui. Fait Aïe, que aïe, ça, aïe. c'était vraiment, tu sais, c'est surprenant. Puis pour Wow. le reste, c'est sûr que c'était plate de ne pas avoir sa famille avec soi. Tu sais, la famille, les amis, ouais, surtout la famille, ils nous ont, tous les athlètes, ils ont été aidés par leur entourage à arriver à ce moment-là, puis de ne pas avoir la famille avec nous, c'était difficile. Heureusement, moi, ma famille et mon copain ils sont venus à Pyeongchang. J'ai pu partager ce moment-là avec eux, mais là, de ne pas pouvoir partager ma 16e position, 30 km skate avec eux, c'est quand même. C'est Ouais, chiant. c'était difficile. Mais tu Ouais. sais, ils ont quand même eu un petit rassemblement là, dans ce qui était dans les règles, là, puis ce qui était permis à la maison. Ils ont projeté la course sur un écran géant. Oui, on les Euh, voyait. Ben, je ne sais pas si c'était ta famille, mais on voyait celle de Laurent Dubreuil ou d'autres familles québécoises là, qui étaient comme petits rassemblements dans leur oui, maison ou un Oui, centre c'est ça, sportif. pour nous célébrer. Puis après ça, ils nous ont envoyé les vidéos. Puis tu sais, ça fait vraiment chaud au cœur. Tu sais, notre famille était là avec nous, juste pas de corps, mais d'esprit. Puis ça, ben, je l'ai senti beaucoup. J'ai Ah, senti écoute. aussi toute la communauté qui était avec moi. Tu sais, tous les encouragements, les messages que j'ai reçus, les vidéos d'encouragement que j'ai reçues, ça m'a tellement fait chaud au cœur. Puis je pense que ça a contribué au fait que j'ai eu une très belle expérience quand même. Eh oui, c'est ça. Je voulais savoir justement cette expérience-là au niveau de la Chine, comment c'était, parce que nous, ce qu'on voit à la télévision, c'est pas ce que vous, en tant qu'athlète, vous pouvez ressentir. Fait que c'est vraiment intéressant de savoir la façon que toi, tu l'as vécu. Maintenant, côté COVID, j'ai entendu dire que tu aurais supposément manqué tes derniers jeux. Ça se peut-tu à cause de la COVID encore? La maudite affaire. Ouais, j'ai manqué mes Ah, dernières Coupes du Monde à Falun en Suède, malheureusement. Moi, j'ai eu la COVID 3 fois. Ah, mon Comme, Dieu, comment t'as j'en ai fait? pas parlé, Je pensais je l'ai même pas que ça se attrapé, pouvait. moi non plus. Mais je pense que je dois être très sensible à ça. Je ne vais pas faire peur aux gens, là. Je dois être un cas particulier. Mais j'ai eu 3 vaccins. Pourtant, je- puis malgré ça, je l'ai quand même attrapé 3 fois. Euh, je connais des gens qui ne l'ont jamais attrapé. Tu sais, Mhm. ça dépend vraiment d'une personne à une autre, mais moi, je l'ai attrapé en novembre 2020. Ensuite, ben, je l'ai attrapé 2 semaines avant de quitter pour les Jeux olympiques. Puis ça, j'en ai pas vraiment parlé dans les médias, quoi que ce soit, parce que je voulais pas. C'était déjà Attaché. extrêmement stressant pour moi, puis je voulais pas vraiment mettre l'attention là-dessus. Je voulais plus garder mon énergie pour essayer d'arriver prête pour les Jeux. Mais malgré tout, là, ça a été une autre épreuve que j'ai dû traverser. Ça a été extrêmement difficile Ah oui, t'avais-tu parce des qu'il nous symptômes ou avait. c'était juste un test qui a passé puis tu savais pas pourquoi ou Oui, c'est un test positif, j'avais pas de symptômes. ah, une chance, fait que ça n'a pas affecté au moins tu sais, ta capacité pulmonaire, là, surtout, imagine. Exactement, parce que la première fois que j'ai eu la COVID, j'ai été fatiguée pendant un mois après. J'ai eu beaucoup de troubles respiratoires. Là, heureusement, j'ai été chanceuse dans ma malchance, j'ai pas eu de symptômes, mais j'ai vécu énormément de stress parce que je devais absolument avoir 3 tests négatifs pour être approuvée par Ah, la Chine pour pouvoir prendre l'avion avec mon équipe pour pouvoir aller en Chine. Là, euh, quand j'ai eu mon test positif, je me disais, bon, ça y est, mon expérience olympique c'est fini, ça n'arrivera pas.
Parce qu'on nous avait dit, si vous testez positif de telle date à telle date, oubliez ça, vous ne pouvez pas aller au jeu. Vous ne En pourrez pas plus, c'était rentrer. quoi, 2 semaines avant, tu dis? 2 semaines avant. Oh, c'est serré. C'était très serré, mais comme une semaine après, j'ai déjà eu un test négatif. Le reste, j'en ai eu 2 autres. Fait que j'ai été approuvée par la Chine la journée avant de partir. J'ai pu Oh, prendre l'avion avec mon équipe. minuit moyenne. Ah, il y Ouais. en a plein en plus, ça a fait ça. Il y avait un patineur artistique aussi là, qui était une chance, il est arrivé, je pense, 1 minute avant sa compétition. Ça n'avait aucun sens. Là. Il a été testé positif quelques jours avant, puis là, ça avait comme tout retardé. Mais hey, imagine, tu te prépares 4 ans de temps, même Mais c'est 5 ça. dans certains cas, les Jeux Olympiques de Tokyo, aux autres, ça a été comme 1 an plus tard. Puis tout ça pour à la dernière minute, ah non, tu ne peux pas y aller. Tu n'as même pas de symptômes en plus. C'est horrible. J'étais complètement dévastée. Ah. J'ai pleuré à chaudes larmes. Puis, tu sais, après ça, je me suis donné une journée pour être déçue. Puis après ça, je me suis déjà concentrée sur, OK, comment je vais faire pour arriver à cette date-ci pour partir avec l'équipe. Puis je me suis concentrée. Tu sais, par contre, même si j'avais pas de symptômes, j'avais quand même été en quarantaine. Mais j'ai juste été en quarantaine pendant 5 jours, heureusement, parce que j'avais pas de symptômes. Eh Et bref, boy. ça a été la deuxième fois que j'ai attrapé la COVID. Puis une Puis troisième. la troisième, c'était il y a quelques semaines. C'était juste avant. On venait de faire Holmenkollen, la course mythique en Norvège de 30 km classique. Puis en Norvège, il n'y a plus aucune mesure. Puis il y avait des tonnes et des tonnes de gens sur le bord de la piste. Je me suis protégée comme j'ai pu, mais j'imagine qu'il y avait de la Non, COVID dans l'air. c'est ça. À un moment donné, tu ne peux pas tout faire. Si tu as l'attraper, tu vas l'attraper. C'est ça, exactement. Puis après ça, on s'est déplacé vers la Suède. Puis je me suis réveillée un matin, mal à la gorge, Non, non. mal à la tête, nez bouché. Fait que là, ça y est, comme je ne vais pas participer à la dernière Coupe du Monde de la saison, qui est une de mes courses préférées, là. À Falun, j'adore le parcours. Puis oui, j'étais vraiment, vraiment triste. Mais bon, en même temps, je venais d'avoir la saison de ma vie, puis je pouvais pas être malheureuse. Il fallait que je me concentre sur le positif et tout ce qui venait de se passer. Puis malgré ça, c'est sûr que j'étais déçue, mais j'ai quand même réussi à rester positive. Puis Au moins, tu as réussi à participer au jeu. Ça, c'est le plus important. oui, Des exactement. Coupes du monde, J'aurais il y en pu a ne chaque pas. année. C'est ça, c'est ça. Fait que j'aurais pu ne pas pouvoir participer au jeu. J'ai réussi à participer au jeu, puis c'était ça mon gros objectif. Fait que au moins Ah. c'était correct pour ça. Au moins, ça a fonctionné. Écoute, pour vrai, j'espère que tu vas te tenir loin d'une quatrième fois, puis que ça va bien aller cette fois-ci. Ah, là, sans faire de jeu de mots, hein, parce que Ouais, c'est ça. ça va bien aller 3 ans plus tard. Bref, tout Ouais. ça pour dire, écoute, un gros merci, Sandrine. Là, je vois l'heure qui file. J'ai déjà pris plus de temps que je t'avais promis, mais écoute, tu es très intéressante comme personne et puis très inspirante surtout. Et pour ajouter à cette inspiration-là, que dirais-tu de nous donner un petit mot pour des jeunes filles ou des jeunes garçons qui nous écoutent, qui aimeraient suivre dans les traces, que ce soit d'un Alex Harvey ou d'une Sandrine Brown pour les prochains Jeux de 2040 peut-être qui seront présents? Qu'est-ce que tu dirais pour les encourager à suivre dans vos traces? Et je vais leur dire que des hauts et des bas, il y en a tout le temps. Il va toujours en avoir. Puis c'est normal dans la vie d'un athlète. Mais il faut toujours revenir à la base, puis au fait de pourquoi on fait notre sport. Puis ça, c'est le plaisir. C'est très important, même au plus haut niveau, de toujours se rappeler qu'il faut avoir du plaisir. Puis c'est comme ça qu'on va garder notre motivation sur le long terme. Donc, revenez toujours au plaisir, puis tout va bien aller. Tout finit par s'arranger. Ah, c'est tellement encore plus inspirant vu comme ça. Non, c'est vrai parce que c'est le plaisir, hein, c'est tout part du plaisir. Si on a du plaisir en faisant ce qu'on aime dans la vie en plus et en pratiquant un sport sans nécessairement être axé, oui, sur les performances, mais tu sais, si on n'a pas de plaisir, ben, la performance ne viendra pas. Hein. C'est pas mal. Exactement, c'est ça que j'essaie de passer comme message. Oui, exactement. Puis s'il y en a qui ont vu les performances d'un jeune Édouard Thériault en ski
ski, mais pas comme toi, là, plus en ski Oui, acrobatique. Là, je ne ouais. sais pas trop c'est quoi le bon terme, là, freestyle, là, slopestyle, bref. Fait Oui, je suis un peu qu'il- mêlée. Ouais, Oui. mais il y en a tellement de compétitions de disciplines de ski aux Olympiques. Là, mais bref, Édouard Thériault nous a vraiment impressionnés à 18 ans. Un petit gars de Lorraine, de chez nous dans les Laurentides, que j'ai reçu en entrevue tout juste avant son départ pour la Chine. Puis c'est exactement ce qu'il m'a dit. Il dit: moi, je m'en vais là, sans pression. Je veux pas nécessairement, j'ai pas un but, un objectif précis. Je veux juste avoir du fun. Puis on l'a vu, tu sais, il est arrivé avec gros sourire en haut de la piste. Puis il est descendu. Puis il a dit: regardez comment on est chanceux. On est en Chine, on est aux Jeux Olympiques. Tu sais, Oui. c'est tellement beau de le voir de cette façon-là, plus qu'un athlète qui est jamais comme satisfait de ses performances. Fait que pour vrai, là, c'est inspirant de vous voir aller. C'est gentil. Merci beaucoup. Ça fait Puis merci plaisir. de m'avoir reçu aujourd'hui. J'espère que je vais croiser plein de nouveaux jeunes sur les pistes de ski de fond. N'hésitez pas à venir me parler. Ben oui, écoute, si jamais il y en a qui veulent en apprendre davantage sur ton parcours, ben, après avoir écouté ce beau podcast-là, ben, ils peuvent t'écrire, j'imagine, sur tes réseaux Oui, sociaux s'ils veulent avoir des beaux conseils. certainement. Puis effectivement, Certainement. tu réponds aux messages qu'on t'envoie, je peux le confirmer. Fait que, un gros merci, Sandrine, de ta générosité, de ta participation à ce balado sport amateur, les Laurentides en action, présenté par le journal Nord Info ainsi que le journal L'Éveil et avec la collaboration exceptionnelle de notre commanditaire du jour, Décathlon Boisbriand. Un gros merci, Décathlon, d'avoir été parmi nous aujourd'hui, de nous permettre de vivre ce magnifique balado-là en bonne compagnie et d'une inspiration incroyable, encore une fois. Alors, avais-tu un mot de la fin en terminant, Sandrine? Je te laisse le mot de la fin. Merci à tout le monde d'avoir écouté le balado aujourd'hui. Puis merci à tous ceux là, qui m'ont suivi pendant les Jeux olympiques. J'ai senti votre amour jusqu'en Chine. Je fais partie d'une communauté incroyable. Puis je suis vraiment choyée de faire partie des Laurentides. Oui, effectivement, on est choyé. C'est une très belle région, les Laurentides. J'habite Saint-Jérôme aussi, là, fait que tu sais, je connais bien la région de Prévost et compagnie. Fait que très belle région, du beau plein air accessible en tout temps, une petite forêt à côté tout le temps. Fait que bref, venez nous visiter dans les Laurentides. On va faire une petite chronique culturelle et touristique en même temps. Fait que venez nous visiter. On est du bon monde. Fait que, bref, un gros merci encore une fois d'avoir été avec nous pour ce 9e épisode. Et puis, on se revoit dans un prochain épisode du balado Sport amateur, les Laurentides en action.